Digression. Développement oral ou écrit d'une question qui s'écarte du sujet. Oui, en gros, on parle d'un sujet, puis à la fin, si tout va bien, on ne sait plus de quoi il s'agissait. Bonjour, je suis Nina, journaliste chevronnée en devenir, beaucoup trop investie dans Drag Race. Je suis actuellement candidate pour 3 élections différentes, dont Miss France section petite taille. J'ai pour ultime but que le monde entier reconnaisse l'ascendance divine du Felis catus, le chat. Bonjour, je suis Diego, communicant dans mon vilain arc depuis 2017. Ayant raté ma formation pour devenir pape, je me suis tourné vers l'humour. Jérémy Ferrari, épouse-moi. Mais prier Dieu m'a aidé à gagner autant que Nina, en bossant moins. J'ai pour ultime but que le monde entier écoute du métal et m'acclame en tant que chanteur suprême. Bonne année. J'aimais bien 2024, on était bien en 2024. Ouais, 2024 aussi, c'était plein de bonnes choses. C'était le début du podcast. Bien sûr, Avec- nous on a commencé à le travailler en avril-mai Oui, 2024. Oui, c'est ça. Et C'est pour ça. faire la rentrée en septembre. Donc, Il y a quoi, 5 épisodes depuis? Parce qu'on a eu la merveilleuse idée d'en sortir un le oui, 14, on on aurait se- dû s'est- s'en oui, tenir au c'était 24. c'était un mois infernal. Mais oui, effectivement, là maintenant, c'est tous les 24. Et c'est effectivement le 6e épisode donc, qui porte sur les statistiques. Les petits chiffres de 2024, cette belle année. Et après, pour revenir enfin sur le chiffre 2024, et surtout le chiffre 24 en fait, est-ce que tu veux élaborer un petit peu Notre théorie du chiffre la 24. théorie du chiffre 24? Oui, vas-y. La raison en fait de pourquoi on a sorti ce chiffre 24 et pourquoi on sort tous les 24 du mois, ce n'est pas vraiment par rapport à 2024, ni par rapport à Noël. C'est plus par rapport à nos anniversaires respectifs qui sont tous les deux des 24 de mois. Bientôt le mien. Oui. Tu donnes un petit indice. Là. Je donne un petit indice du un an de plus. Ah oui, t'es vieille, tu vieillis. Coucou mamie. Ça on le garde. Il va me rejoindre très bientôt. Donc Oui, mais j'ai encore un peu de la marge. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Non, mais oui, il y a plein de. Effectivement, donc la date de nos anniversaires. Et du coup, comme ça a toujours été un petit peu marrant qu'on ait un petit peu cet écart. Et cet écart de mois, mais en fait, pas de jours. Et du coup, on s'est dit, on va garder ça. Puis Et, 2024. Et puis ça sonnait bien. Donc, on a décidé pour cet épisode de faire une petite rétrospective de 2024 par le biais des chiffres. Et Nina, je te laisse commencer. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu des statistiques ? Oui, donc nous avons les chiffres de 2024. Nous allons vous citer les sources puisque nous avons récupéré beaucoup de choses. En soi, ce sera des chiffres un peu déprimants pour certains. Je sais que ça peut être assez anxiogène d'entendre que des chiffres. On ne sait pas forcément de quoi ça parle. Mais on trouvait ça important de revenir sur les chiffres en France de l'année 2024. Donc, nous avons malheureusement eu 137 femmes tuées en raison de leur genre en 2024, selon nous toutes. Si vous allez voir d'autres sources, vous pourrez voir que les chiffres divergent parce qu'il y a des sources qui comptent les violences aussi, qui reprennent aussi par rapport aux chiffres de 2022. Donc voilà, on a mis plusieurs sources, on mettra plusieurs sources dans la biographie, mais on est sur 137 femmes tuées, selon nous toutes, en raison de leur genre en 2024. Exactement. Et donc, tu fais bien de le préciser, avoir attention aussi d'où viennent les sources et les chiffres qui peuvent varier en fonction de comment est-ce qu'on le comptabilise. Par exemple, va y avoir peut-être un certain nombre de féminicides dans les cas conjugaux et on ne va compter par exemple que ces cas dans une certaine étude. Donc, faites bien attention à qu'est-ce qui est recensé et où. Ce sont par exemple aussi, par exemple, les statistiques de la police sont principalement donc celles qui sont fournies et nous toutes les récupère et ensuite Les postes. et voilà et justement fait un petit peu ce triste bilan. Mais voilà, quand on lisait ces sources, au départ, on comprenait pas. On avait un peu l'impression qu'un des sites était, donc c'est Oui. Statista, oui, effectivement. était un peu faux parce qu'on avait vu un truc genre 200 000 et on n'avait pas compris. Mais en fait, c'était les violences faites sur les femmes et en fait les cas recensés C'est de ça. violences faites sur les femmes. Et c'est ça en fait aussi qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y en a 137
et que je sais qu'à partir de 57, 28. 2025, il y en avait 136. Et en 2025, début 2025, ils ont recensé un autre cas qui était arrivé en août 2024. Et du coup, on est passé à 137. Donc voilà, ce chiffre, malheureusement, il bouge parce que on a des chiffres Des enquêtes en cours aussi voilà, c'est ça, qui reviennent plus tard, qui sont déclarés plus tard pour je ne sais quelle raison. Mais c'est un peu le but de cet épisode, c'est en fait de dire les chiffres, il y a mille et une manières de les faire parler, mille et une manières de les interpréter. On peut souvent penser que c'est quelque chose de très factuel, et finalement on se rend compte que c'est bien souvent très orienté. Oui. Parce que on va te dire ah mais il y a 60% de ça et en fait bah oui mais il y a 40% de pas ça dans Oui, c'est n'importe ça. Et quel sens en fait. faire attention, on y reviendra aussi par rapport au sondage ou par rapport aussi, comme tu disais, la manière dont les chiffres sont orientés. Et aussi, là, on parle des féminicides, donc les femmes qui ont été tuées, mais il faut aussi faut pas aussi oublier les femmes qui ont subi des violences. Donc, je vous invite quand même à consulter à ce chiffre parce que ça reste quand même énorme et que voilà, ça reste constant. Et c'est aussi quelque chose qu'on va voir dans la suite de l'épisode. Pourquoi la constance des chiffres aussi. Donc après, il y a aussi les chiffres du suicide en France. Donc là, mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle, je suis désolé pour vous. Mais c'est important aussi de le préciser. Donc il y a eu 9000 décès en France en 2024. Et 90 000 hospitalisations et aussi de personnes qui ont témoigné de pensées suicidaires. Et donc Compter dans les 90 000. comptez dans les 90 000. Et je vous mets donc tous les liens qui sont ici. Donc on a alors on a l'asso France Santé et aussi Info Suicide. Donc je vous invite quand même beaucoup à regarder. Ensuite on a quelque chose qui est un peu plus on va dire local, qui est le Grand Est. Et moi je vous décris un petit peu les sources qu'on va utiliser parce que c'est important aussi que vous sachiez où regarder. Et je vous conseille aussi une plaquette de prévention au suicide qui est du coup sur santé.gouv.fr. Donc consultez-le et parlez-en autour de vous si jamais vous ne vous sentez pas bien, parce que c'est un chiffre aussi qui continue de monter et c'est important de le dire et c'est important aussi en reprenant ces chiffres de faire un peu de prévention. C'est ça. Pour être sur une note un peu plus joyeuse ou un peu plus en contradiction avec la mort, on va parler de démographie en 2024. Donc la fécondité diminue et l'espérance de vie se stabilise. La population en France est montée à 68,6 millions d'habitants et a augmenté donc de 0,25% selon l'INSEE. Oui. Et justement, voilà, donc c'est un petit peu aussi quelque chose qui est intéressant parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à un moment donné, on a commencé à nous parler de réarmement démographique. Oh mon dieu! Oui, et oui, j'ai décidé de mettre les pieds dans le plat. Et oui, donc en fait, la fécondité diminue, c'est-à-dire qu'il y a moins de naissances, mais du coup, l'espérance de vie, comme elle se stabilise, on va vers une population vieillissante. De toute Et façon, aussi, la retraite, elle avance. Donc, oui, et la répartition de la population aussi, pour que vous sachiez un petit peu, les moins de 15 ans représentent à peu près plus de 17% de la population totale, et les personnes de plus de 65 ans représentent à peu près aussi 17%. Ah bon? Ouais, oui, c'est vrai que là, vous pouvez le constater sur Statistita. Alors j'ai fait une petite erreur, effectivement, Statista. Statista, pardon, oui, effectivement. Alors en fait, lorsque l'on combine justement les 70 à 75 ans et plus, on arrive à peu près effectivement à peu près 16%. Et alors que justement les moins de 15 ans sont à 17%. Et du coup la répartition, on voit que on tourne à peu près pour du coup des 15 à 69 ans. On tourne à peu près entre 6 et 5% de répartition dans justement la population française. Mais ce qui Donc, est intéressant avec ces chiffres, c'est que du coup, c'est vrai qu'on est assez stable sur les autres tranches d'âge et qu'en fait, je sais pas si on peut l'interpréter comme ça, mais on est. Je me dis, si on a 17% de jeunes de moins de 15 ans et qu'on a 17, entre à peu près oui, 17% de personnes de plus de 60 ans, en fait, bah, 70, plus de 70. 70, la répartition se fera d'elle-même. On est toujours sur la même valeur à peu près. Alors en fait le problème c'est que on va en fait là où ça peut être intéressant et de voir un petit peu après ça c'est de l'étude démographique hein, on n'est pas non plus spécialisé pour en parler, mais que comme justement va y avoir certes les personnes qui ont moins de 15 ans vont vieillir et s'étaler on va dire sur
sur le reste de la population, mais la population qui est là va vieillir elle aussi. Et du Oui, coup, et ensuite est-ce se que eux ils sont décaler en fait. 17%? C'est ça. Et voilà. Et ensuite, après, comme justement ce que cette étude montre, c'est que l'espérance de vie se stabilise, on a des personnes qui vivent de plus en plus longtemps. Ce qui veut dire qu'en fait, là où les moins de 15 ans, on va avoir peut-être quelque chose qui va. Là où la fécondité va justement progressivement baisser, comme on est en train de nous le dire, justement, on va avoir une population qui va beaucoup plus vieillir et du coup qui va plus se stocker dans cette partie des plus de 70 ans. Et du coup, c'est ce qui fait que notre population devient vieillissante. Et du coup, c'est intéressant de voir cette répartition-là. Très bien. Alors, le marché de l'emploi en 2024, pour ceux qui cherchent, vous êtes 5 123 700 personnes aussi à chercher. Donc, en fait, On te compte dedans? Non, parce que... Alors, non. Pourquoi? Alors, pourquoi? Très bonne remarque. Putain, Pourquoi? il prend Parce que ma blague et il la parce prend que au c'est sérieux. un peu plus de 5 millions de personnes, c'est des personnes qui sont recensées et inscrites à France Travail et qui sont tenues de rechercher un emploi, ce qu'on appelle les catégories A, B et C. Et les catégories C étant justement les catégories qui ont un emploi mais qui n'est pas fixe. Hein. D'accord. Donc voilà, là, ce sont les personnes qui sont tenues de chercher un emploi qui reste fixe, donc ou pas forcément, enfin au moins un CDD en fait et pas seulement des missions, parce que ça, ce sont les catégories C, mais plutôt ou un CDD ou un CDI idéalement. Merci pour cette Donc voilà, explication. je vous invite donc à aller voir les statistiques de Pôle Emploi. Et aussi, il y a, si jamais vous ne le savez pas, les statistiques des besoins en main-d'œuvre. C'est-à-dire que ce sont des entreprises qui répondent à un questionnaire. Donc, il y en a à peu près 2 millions, 2 millions 5 qui sont interrogés. Maintenant, il y en a à peu près 200 000 qui répondent. Oui, C'est tout? c'est vraiment très peu. Et en fait, ce sont justement leurs besoins en main-d'œuvre. Donc, si jamais ils ont besoin ou pas. Et justement, ça permet aussi de voir un petit peu, très bien, par rapport au chiffre du chômage aussi, qui est intéressant à comparer. Est-ce que finalement, il y a vraiment. Enfin, il y a du chômage en France, mais est-ce qu'il y a du travail aussi? Et de voir aussi, de consulter un petit peu ces statistiques-là et ces bilans, ça permet aussi un petit peu de se renseigner sur la situation et d'essayer pas seulement de simplement écouter ce qui se dit alors à la radio, à la télévision ou même ce qu'on peut lire, mais de vraiment consulter les études qui sont mises à notre disposition, même si elles ne sont pas complètes. Il y a bien plus de... Il y a peut-être, là, c'est peut-être 10% de personnes d'entreprises qui répondent, mais c'est toujours intéressant. On peut se dire qu'on peut essayer de faire une moyenne, à voir en fonction aussi des secteurs qui répondent, et du coup, à voir aussi en fonction de nous, dans quel domaine vous placez. Et pareil, je vous invite aussi à consulter les notes nationales sur les statistiques du marché du travail, donc qui sont sur France Travail. Très bien, je te laisse enchaîner avec les chiffres de la jeunesse. Le dernier chiffre de la jeunesse recense majoritairement des chiffres de 2019. On voulait vous rappeler une petite appellation qui est un peu compliquée à comprendre en statistique, que vous pouvez retrouver sur, j'en avais déjà parlé, mais sur les vidéos de DataGull qui sont spécialisées dans les chiffres et dans les statistiques. Et je te laisse expliquer ce truc des statistiques. Alors, pourquoi les statistiques? Pourquoi cette chose sur les statistiques? Alors, parce que je me rappelle une de mes profs d'économie qui nous avait un jour expliqué la différence entre des pourcentages et des points de pourcent. Et c'est quelque chose qui est très important à comprendre, déjà pour ne pas citer des statistiques n'importe comment et du coup de les déformer. Et c'est en fait justement, par exemple, lorsque vous allez avoir c'est en fait la différence entre deux pourcentages. Je m'explique. Imaginons vous avez 90% je sais pas, d'hommes dans une pièce. Okay. C'est un exemple complètement lambda. Et que par exemple on se dit 70% de ces hommes sont hétérosexuels. Je sais pas, c'est l'exemple, le truc le plus Marrant que tu prennes ça comme dans une exemple. pièce, hein, dans une pièce. Ok. La différence justement entre 90 et 70, qui est 20, ce ne sont pas 20%, ce sont 20 points de pourcent, parce que ce sont les points qui séparent le pourcentage 90 du pourcentage 70. Mais on ne soustrait pas des statistiques. C'est ça. C'est-à-dire qu'on peut, en fait, déjà on ne soustrait pas des statistiques, mais pour expliquer la différence entre deux statistiques, on utilise des points de pourcent. Et donc justement, là, effectivement, quand tu dis on ne soustrait pas des pourcentages, c'est-à-dire que le résultat voilà, de ces différences n'est pas un pourcentage qui est exprimé, c'est bien un point de pourcent. Voilà, si vous faites 90 moins 70%,
vous aurez un autre chiffre. Vous n'aurez pas 20%, vous aurez C'est ça. quelque chose d'autre que je ne vous calculerai pas parce que voilà. Oui, il te manque trop d'éléments pour pouvoir calculer. Mais avançons du coup à notre deuxième partie d'interprétation de chiffres sur la planète. Qu'est-ce qu'on conclut des chiffres et comment on les interprète, c'est quelque chose qui peut être toujours à double tranchant. Donc, lorsque vous lisez une étude, ne lisez pas simplement ce que l'étude retransmet. Allez voir comment l'étude a été réalisée et sur quoi elle se Oui, base. posez-vous la question de pourquoi on a utilisé ce chiffre-là comme ça, qui utilise ce chiffre-là comme ça, et comment vous l'interprétez en fait, qu'est-ce que ça donne sur vous. Donc là, on parle de cette bonne nouvelle pour la planète, c'est le trou dans la couche d'ozone commence à se résorber et devrait être complètement comblé d'ici 40 ans. Bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, effectivement. Parce qu'on n'arrête pas de nous dire que la couche d'ozone est en train de se briser, Oui. que du coup il va faire plus chaud, enfin que le climat va se dérégler, que ça va être très problématique pour nous d'ici 2050, ce qui est plus proche que 40 ans. Ouais. Donc ça fait peur. Donc quand on a des bonnes nouvelles pour la planète, c'est bien. Oui. Cependant, bon en vrai on n'est pas resté très joyeux. Oui, on n'est très pas resté longtemps. très joyeux longtemps. Pareil, on parle aussi, il y a alors on vous a mis un article de la WWF, mais je vous invite aussi à aller regarder. Il y a une autre statistique qui dit justement que 90% de certains, il me semble, pesticides ou certaines molécules nuisibles à l'ozone ont été supprimées. Et que c'est justement grâce à ça que la couche d'ozone se résorbe Et ça progressivement. partout dans le monde. Et ça, voilà, En partout dans France, le en monde. Europe et dans le monde. Donc, ça, c'est une statistique où il faut faire très attention. Parce que il faut aller consulter déjà, voir d'où viennent les rapports, parce que la WWF, c'est une association. Ce n'est donc pas... Qu'on connaît le plus, donc elle nous paraît très fiable, etc. Et c'est bien d'avoir des... Faut pas non plus tout remettre en cause, faut apprendre à faire confiance aux sources. Maintenant, il faut toujours garder ce truc de... Peut-être c'est pas la seule source qu'il faut aller voir. C'est ça, il faut garder un esprit critique malgré tout. Toujours lire l'article en entier. Et s'il ne spécifie pas les conditions ou d'où viennent leurs sources ou les conditions un petit peu de réalisation lorsque, par exemple, ce sont des enquêtes, etc. Ok, allez vous renseigner sur comment est-ce qu'ils ont fait cette enquête-là. Et pareil, on vous invite, alors on vous a mis un lien de la WWF, mais on vous a également donné des statistiques, donc statistiques du développement durable qui sont sur le site .gouv.fr. Et donc ce sont les chiffres du climat en France, en Europe et dans le monde, et c'est l'édition 2024 qui est normalement à jour. Ouais, et alors, juste pour vous préciser aussi, l'étude est sortie fin 2024, elle n'est pas sortie en 2020, elle n'est pas sortie début 2025, elle est sortie en novembre 2024, donc tenez peut-être en compte qu'il peut y avoir une petite marge d'erreur. C'est aussi important de savoir que la date de publication compte également. Voilà, et maintenant, en fait, qu'on a toutes ces informations concernant les chiffres, faut pas se dire « Ah oui, mais c'est trop compliqué, c'est trop long à faire, etc. » On sait bien, en vrai, même lire des articles et des statistiques, parfois ça peut être vraiment anxiogène, comme on le disait. Qu'est-ce que ça signifie, tout ça, etc. C'est juste que quand vous entendez quelqu'un, ou même quand vous utilisez un chiffre, même si vous n'êtes pas sûr à 100% de la source d'où ça vient, etc., bah, prévenez votre interlocuteur que, ok, j'ai entendu ce chiffre-là, je crois que ça venait de là, c'est pour parler de ça, et je sais pas exactement ce que ça signifie, mais moi, quand je l'ai entendu, ça voulait dire ça. Et en fait, vous entamez un débat assez neutre de la discussion. C'est pas dire ah mais moi j'ai vu que tant de pourcentage de personnes faisaient ça, du coup ça veut dire que c'est ça. Non mais c'est odieux, etc. Et en fait, on est dans la réaction sans essayer de comprendre. Et c'est ça le problème. Bien sûr qu'on peut pas être expert en tout, bien sûr qu'on connaît pas les chiffres, bien sûr que c'est compliqué de retenir des chiffres dans une conversation et de les ressortir et de ressortir la source exacte, etc. Mais c'est pas parce qu'on ne se souvient pas de ces chiffres-là qu'on n'est pas légitime à donner notre avis des sources et des chiffres. On fait ce qu'on peut dans un monde où ça va très vite et où il y a beaucoup de chiffres, justement. C'est ça, et que de toute façon, vous allez produire une interprétation lorsque vous allez regarder ce chiffre. Maintenant, évidemment, il vaut toujours mieux essayer de se renseigner au maximum pour savoir dans quel contexte il a été fait, parce que le contexte de production est
primordial. Et une fois que vous connaissez ce contexte-là, vous pouvez vous permettre d'élaborer sur une conversation, de Et confronter un petit peu la personne avec qui vous discutez. Mais rester ouvert en fait à ses propres interprétations à elle, Bien parce que sûr. même si on pense qu'il y a une vérité, c'est une citation de Peter Pomrendezeuvre, je ne sais absolument pas d'où il vient lui. On s'excuse pour la prononciation. Ah oui. Qui dit rien n'est vrai, tout est possible. C'est-à-dire que en soi la vérité, elle est compliquée à atteindre parce que chacun a ses interprétations, donc toutes les possibilités de vérité existent. C'est Donc ça. en soi, si tout existe, comment définir ce qui est vrai du faux? Donc c'est-à-dire que rien n'est faux, mais du coup si rien n'est faux, rien n'est vrai non C'est plus. ça. C'est que quelque chose ne peut pas exister sans son contraire en soi d'une C'est ça, c'est que certaine même ne manière. serait-ce que par exemple, je vais parler des sondages. Les sondages, il faut faire très attention quand on les prend en compte parce qu'il y a un exemple qui avait été utilisé, il me semble, dans le journal Libération où c'était par exemple la popularité de Marine Le Pen aux élections 2017 qui avait justement été utilisé comme un message d'alerte, etc., qui disait 30% d'intention de vote pour Marine Le Pen ou un chiffre avoisinant à peu près au plus un tiers ou plus d'un tiers. De la population qui serait prêt à voter Marine Le Pen. Et en fait, quand on va regarder les conditions de réalisation de cette enquête, on se rend compte qu'ils ont également comptabilisé les personnes qui avaient une intention de vote qui n'était pas définie. Alors certains vont dire « Ah mais c'est une intention de vote qui n'est pas définie, donc ils ne vont sans doute peut-être pas voter pour Marine Le Pen », mais certains vont dire justement elle n'est pas définie, peut-être que comme Libération propose des sondages, ils ne l'ont pas dit et du coup ils comptent voter Marine Le Pen. C'est ça que ça veut dire et c'est ça que Nina veut dire dans l'idée où il y a différentes interprétations et que chacun en fait. C'est-à-dire que même en ayant les conditions de réalisation et en les lisant d'une enquête, vous pouvez la questionner. Vous pouvez dire oui mais ça c'est pas c'est par exemple la manière dont sont tournées les questions, c'est quelque chose qui entraîne telle réponse. Du coup, ce n'est plus quelque chose qui s'approche qui peut être vrai, qui s'approche d'un fait défini, immuable. Parce que les gens, même quand ils font des réponses oui, non, en fait, il y a plus de nuances dans leurs propres réponses. Donc, même si c'est des questionnaires aussi simples, en fait, faut pas les interpréter à dire « Ah, tous les Français pensent comme ça ». C'est plus compliqué que ça. Mais c'est bien d'avoir ces chiffres pour se donner une idée globale. Bien sûr. Mais il faut faire attention à rester ouvert. Et aussi, là, Diego nous montre que il a ce chiffre qui date un peu de Libération de 2017. On vous l'explique quand même parce que nous, en tout cas toi, ça t'a marqué. Et c'est important de le reprendre. J'avais un chiffre aussi sur les viols à Paris par rapport aux immigrés utilisés par l'extrême droite. Enfin, en fait, c'est pour ça que j'ai voulu faire, que je t'ai proposé qu'on fasse cet épisode, parce que ça m'avait tellement choqué l'utilisation de ce chiffre. C'était je sais plus qui sur un plateau télé qui disait 33% des violeurs à Paris sont des immigrés. Et en fait, on se rendait compte que les chiffres de la police étaient beaucoup plus compliqués que ça. C'était 130 personnes et en fait, ils récupéraient que 33% de ces 130 personnes. Donc ça veut dire que tout le reste, c'était pas des immigrés, c'était uniquement sur la commune parisienne. Enfin, et c'est comme s'ils l'avaient utilisé pour dire que c'était toute la France, dans tout le truc. Et je me suis dit, mais c'est fou de prendre un chiffre comme ça, un tout petit chiffre paru dans le Parisien, etc., et de le déformer. Et c'est ça autant. Et c'est ça, il faut faire attention, c'est que je dirais que la politique aujourd'hui française en tout cas, et même les débats sur les plateaux télévision, les utilisations des chiffres, ils sont vraiment pas du tout proches de la réalité. Ils sont vraiment utilisés à des fins politiques. Par exemple, moi, ce que je vous disais, cette différence des points de pourcent. Pourquoi je vous en parle? Parce que justement, je ne me rappelle plus si c'est un journaliste ou un politique qui l'a utilisé de travers. En fait, à partir de là, ça ne veut plus du tout dire la même chose. Alors certes, c'est une erreur statistique, on va dire mineure, que peut-être la plupart des gens ne connaissent pas. Il n'empêche que utiliser de cette manière, c'est quelque chose qui produit une pensée qui est fausse. Et quelque chose qui est factuellement faux et qui alimente une pensée ou une réflexion qui va être fausse, et que quand on va confronter, vous allez voir que 20% ce ne sont pas 20 points de pourcent. Et du coup, ça change tout. La compréhension du truc. Là, on parle de l'immigration, mais ça peut être par rapport à la dette, ça peut être par rapport à des impératifs économiques, etc. Il y a une vidéo justement de Data Gueule dernièrement sur la dette qui montre tous ces chiffres énormes, et on se dit mais wow, la dette elle est genre de 75 milliards.
faites attention à comment est-ce que vous utilisez les chiffres et sur quoi vous les visualisez. Et pour ça, je peux vous donner une référence qui sont les repères et références statistiques, dont le RERS, donc qui sont... Tam, tam, tadam. Non, non, on va se faire il va nous taxer les droits d'auteur. Non, mais voilà, et en fait, c'est un volume qui réunit 195 fiches où toute l'information statistique sur le fonctionnement et les résultats du système éducatif français sont mises. Donc ça peut être intéressant si jamais le système éducatif français vous intéresse. Et on vous mettra aussi également les chiffres de la justice, qui sont toujours intéressants aussi pour se rendre compte, surtout un petit peu à cet aspect légal et dans la période dans laquelle on vit, un petit peu, très bien, qu'est-ce qui se passe concrètement en France, quels sont les cas recensés par la police, quels sont les cas jugés, comment est-ce que ça se passe. Donc voilà, et je vous laisse faire cette transition. Transition. Tam, tadam. Ah, C'est trop bien. Ouais. Le RERS va entrer en il n'y gare. a pas de RERS. C'est techniquement. Oui. Tam, tadam. Arrête, on va se coller un procès au cul. Ça n'a pas de thune en plus. Oui. Donnez-nous de l'argent. T'es désespéré, vraiment. Juste pour le podcast. Donc, je voulais absolument faire cet épisode et récupérer les chiffres d'études sorties en novembre 2024 sur les pratiques sexuelles des Français. Parce que cette étude a été trop drôle, elle a été trop bien. Moi, en fait, ce que j'en ai retenu de cette étude, c'est que on fait mieux l'amour, mais on le fait moins. Mais c'est plus la qualité à la Ok. quantité. Alors, oui. On va voir si vous vous reconnaissez dans cette étude ou pas. Voilà, mais pour rappel, du coup, cette étude, elle a été faite en 2023, mais elle est sortie en novembre 2024, sûrement pour des questions de mise en forme, Aussi pour compléter les statistiques. pour compléter les statistiques, voilà, avoir tout bien comme il faut. Donc, c'est les chiffres de 2023, mais elle est sortie en 2024. Donc, bref, dans tous les cas, j'aurais pas pu faire autrement. Donc, cette étude, elle a été réalisée par l'ISRM, donc sortie le mercredi 13 novembre 2024. Et donc qui a vraiment fait grand bruit, mais dans le bon sens, notamment dans le monde féministe et le monde féministe. Et en fait, il parlait beaucoup de ce truc après l'ère MeToo, comment les choses ont évolué après l'ère MeToo, donc entre 2019 et 2024. Donc, par exemple, le fait que les femmes ont plus de partenaires sexuels en moyenne, on est à 16,4 partenaires en 2023 et on était à 4,5 en 1992, ce qui était... Non, on était à 3. Alors, il me semble qu'on était à 3,4 partenaires en 92 et du coup à 4,5 Ah oui, en pardon. 2006. Oui, voilà. Voilà. Typiquement, Voilà. j'ai lu le chiffre à l'envers. Voilà, donc faites attention. Et pareil, je vous conseille aussi de bien lire l'article par vous-même si ça vous intéresse et si vous voulez vérifier ce que nous on vous dit. Donc 3,4 en 1992 et 4,5 en 2006 et 16,4 en 2023. Donc ça a considérablement augmenté, sûrement par une idée de mentalité, etc. Oui. Et voilà, on vous dit, nous, on fait une sorte d'interprétation des chiffres. Bien sûr. Où, pour moi, et en tant que femme, je me dis, les femmes se sont senties plus libérées, font moins attention, ou s'en fichent en tout cas du regard des autres et du fait de savoir d'avoir plusieurs partenaires. Il y a moins cette idée de mariage et de ne pas avoir de rapport sexuel avant le mariage dans la société en général. Donc ça évolue. On a le répertoire des pratiques sexuelles qui s'est sensiblement diversifié, notamment chez les hommes et chez les femmes. Et c'est pour ça en fait qu'il y a ce truc il y a cette idée de qualité. C'est-à-dire que on est moins sur une idée de le faire parce qu'il faut le faire, parce que c'est un devoir conjugal ou parce que c'est un besoin primaire chez les hommes. Enfin, ces idées reçues, c'est vraiment l'idée de découvrir. Et il y a beaucoup chez plus... les femmes aussi, le besoin. Enfin, je parle d'idées reçues. Ah, d'idées reçues, ok, d'accord. Oui, parce qu'on aimerait quand même savoir si vous avez envie de nous de temps en temps, hein, je sais pas. Juste de temps en temps. De temps en temps, d'accord. Parfois, vous cassez les couilles, quoi. Vas-y, je te laisse continuer. Mais moi, quand je l'ai lu, en tout cas, je me suis dit, c'est bien, c'est rassurant
de se dire qu'il y a des gens, il y a de plus en plus de personnes qui sont prêtes à ouvrir leur esprit pour faire d'un moment intime important et pas juste d'un acte comme ça pour libérer et pas considérer les femmes. Même en tant qu'homme, peut-être pas considérer ce dont ils ont envie et juste reproduire le porno et faire comme c'est fait parce que c'est comme ça, alors que ça se trouve ils ont envie de complètement autre chose. Voilà, et je trouvais ça bien de, de se poser les bonnes questions par rapport à ça. Il y a également les résultats qui montrent qu'il y a une diminution chez les femmes depuis 2006 de la fréquence des rapports sexuels acceptés pour faire plaisir à son ou sa partenaire sans en avoir vraiment envie. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a ressorti depuis l'ère MeToo, c'est de se dire, ok, mais en fait, est-ce que je me suis pas sentie un peu agressée ou forcée parce que j'avais envie que mon mec me laisse tranquille et du coup, j'ai couché avec lui, mais en soi, j'en avais pas envie. Et c'est toutes ces questions de consentement et de faire plaisir, mais en fait, comment il va le voir, etc. Alors que, oui, peut-être la personne et votre partenaire a envie, mais si vous en avez pas envie, vous avez le droit et ça n'est pas censé changer quelque chose dans votre relation. C'est censé, vous êtes censé prendre soin l'un de l'autre. La personne peut prendre soin d'elle d'une autre manière. Enfin, voilà comment elle faisait avant sans vous, sinon. Donc, on se débrouille et on trouve des solutions. Si jamais ça vous sentez forcé et que la personne n'en a strictement rien à foutre, c'est pas une bonne idée. Oui, voilà, c'est red flag. Oui, dans les deux sens. C'est généralement dans un seul, mais bon, bref. Fais gaffe, toi. Oui, non, mais je précise que des fois de tout. Si quelqu'un vous force, dans tous les cas, généralement, c'est pas bon. C'est dans n'importe quelle situation. C'est vraiment pour ça que je le précise. Ça peut arriver à tout le monde. Donc, voilà. il faut savoir le reconnaître. Il ne faut pas non plus se dire « Ah, mais non, ça va aller » ou etc. Si jamais vous ne le sentez pas et qu'il y a ça... Et d'ailleurs, si jamais vous avez un violentomètre chez vous, ou si vous n'en avez pas encore, vous pouvez le prendre ou vous pouvez le consulter sur Internet. Moi, j'en ai plein avec la fac. C'est vraiment, oui, ils en distribuent pas mal. Mais c'est bien. Mais c'était aussi, c'était pas pour les violences sexuelles, c'était pour les violences en entreprise. C'est un autre type de violence, mais qui reste pas pour le moins pas légitime en fait. Ça reste tout à fait, c'est légitime. Ils nous ont bien fait paniquer. Bref. Oui, la fac. Hein. Je te laisse continuer. Bon. Moi, ça m'a rassurée sur les chiffres du début. Maintenant, les chiffres les plus inquiétants, c'est sur les violences sexuelles qui restent compliquées. Donc, on a 29,8% en 2023 de femmes de 18 à 69 ans qui ont déclaré avoir subi un rapport forcé ou une tentative de rapport forcé contre 15,9% en 2006. Maintenant, là où moi j'interprète ce chiffre, c'est qu'il y a plus de personnes qui se sont déclarées en 2023 qu'en 2006. C'est-à-dire qu'en 2006, peut-être qu'on n'avait pas l'idée de se dire « Ah, mais j'ai été forcée ». C'est ce truc de « Ah, mais pour faire plaisir, etc. » On se disait « Bon, c'est normal, tout le monde fait ça. » Mais en 2023, les mentalités ont changé. Donc, plus de personnes vont aller déclarer le fait que « Ah, mais si, en fait, là, j'ai été forcée, ou on m'a forcée à faire ça, etc. » alors que j'en avais pas vraiment envie. Donc, c'est ça qui est inquiétant, mais en même temps, peut-être qu'il faut garder ça en tête. C'est-à-dire que c'est comme les féminicides. Je pense que ça existait depuis super longtemps. Maintenant, on va pas le déclarer, on l'a pas nommé comme féminicide. Aujourd'hui, on le nomme comme féminicide. Bien sûr. Oui, et c'est aussi peut-être de se sentir plus en sécurité et plus accompagné pour pouvoir dire qu'il s'est passé quelque chose que de pas du tout et de se dire que si on va le dire, on va où ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais quitter mon couple, les liens sociaux vont être différents, je vais être regardé d'une certaine manière alors qu'en fait j'ai rien fait de mal et je veux juste pas en fait être forcé à faire quelque chose que j'ai pas envie. Mais peut-être que ça, à ce moment-là, en 2006, c'était avant MeToo. MeToo, c'est 2018. C'est 2018. Ah oui, c'est bien avant. C'est bien avant. Mais ça veut bien justement dire que ce chiffre a peut-être, entre guillemets, été toujours le même. Et que, en fait, maintenant... Si ce n'est plus, en fait. Et voilà, si ce n'est plus. Et maintenant, peut-être qu'on sait le nommer aussi déjà. Et ensuite, que on se sent plus en sécurité pour pouvoir dire, il s'est passé ça, sortez-moi de là. Et c'est tout à fait louable et il faut continuer de le faire et continuer de vous protéger. Mais voilà, étude très intéressante par l'INSERM, du coup, que je vous invite à aller regarder, soit via France 24, soit via directement le site de l'INSERM. Mais c'est juste France 24, on le trouvait intéressant parce qu'il regroupait bien. Mais voilà, pareil, ça reste un article, il n'y a peut-être pas toutes les informations. Nous, on a récupéré ce qu'on voulait récupérer.
Oui. Alors ensuite, moi, je vais vous parler de d'autres choses. Je vais vous parler justement, on va rester un petit peu sur ce cadre sexuel et continuer en fait avec l'évolution de la proportion de Français et Françaises ayant eu au moins un rapport sexuel au cours des 12 derniers mois en France. Et donc l'étude se situe entre 1970 et 2024. Donc ça a été publié en février 2024 et donc sur la région, donc la France. La période d'enquête, donc on va prendre pour repère les années 1970, 1992, 2006 et 2024. En tout, plus de 1500 personnes ont été interrogées et la tranche d'âge s'étend donc de 18 à 69 ans. Je vous invite également à consulter le type d'entretien qui peut être aussi intéressant pour voir dans quel cadre l'enquête a été réalisée et quelles questions ont été posées, la tournure un petit peu de ces phrases. Donc, qu'est-ce qu'on peut observer depuis 1970 ? Donc, depuis 1970, en fait, on peut voir une grande augmentation jusqu'en 2006 où en fait, on passe donc de 78% à 89, 70%, 78% en 1970 pour les femmes à 89% en 2006 et pour les hommes de 88% à 93% en 2006. Ensuite, et là ça va être intéressant par rapport à ce que tu disais tout à l'heure dans ton article sur la fréquence des rapports, sur la fréquence des rapports, on remarque qu'en 2024, on a une chute d'à peu près 20 points de pourcent pour les femmes et un peu moins pour les hommes, où on passe à 74% de femmes en 2024 et 78% pour les hommes. Donc, pourquoi j'ai décidé de choisir cette étude aussi, c'est parce que justement, ça vient confirmer, ça vient confirmer ton étude. Donc, c'est sur Statistita, hein, je vous invite à aller le regarder et le lien sera dans la description. Je vous invite à aller regarder ça parce que justement, bah, on voit qu'on parlait tout à l'heure de comparer les études et de voir sur le sujet qu'est-ce qui se fait. Bah, là, ça rentre complètement dedans. Ouais. Ça permet justement de montrer que effectivement c'est pas le type d'entretien ou la manière dont a été fait le sondage qui peut être erroné ou qui peut ne pas être exact. Là, on a un autre type avec un autre type d'entretien et une autre manière d'enquêter qui montre les mêmes résultats. Et justement, je voulais rebondir sur ça, sur cette différence aussi entre hommes et femmes. Il y avait une idée, je pense qu'il y a un peu encore cette idée reçue du fait de dire bah, les hommes couchent plus que les femmes de manière générale, et que cette étude, elle montre bien que la différence, bah, elle n'est pas tant flagrante que ça. Enfin, Non. ça reste assez similaire. Pourquoi ? Parce que si vous couchez avec une femme, en fait, la femme couche avec vous. Donc, Oui, en fait, dans tous les cas, oui, entre guillemets, une égalité. sinon, ça voudrait dire que les hommes se tournent toujours vers une seule ou un type de femme en particulier, et ce Oui, qui ou est alors que, absolument pas le cas en ou fait. alors, oui, ou alors que une femme peut avoir plusieurs. Ah bah oui, non. Non, si, c'est qu'une femme du coup peut avoir plusieurs Il y aurait partenaires, alors que qu'une seule l'homme femme qui aurait entre guillemets deux qui partenaires aurait hommes, je sais pas. non mais en fait oui voilà, il y a Ouais, un c'est un truc peu qui est ça. bizarre. C'est Il y aurait qu'une seule femme qui aurait plein de partenaires, donc tous les hommes auraient eu une une seule partenaire. aurait eu une seule partenaire, mais aurait eu un rapport sexuel, mais il y aurait eu qu'une seule femme qui en aurait eu. Enfin bref, c'était trop bizarre Oui, pareil. comme idée. C'est pour ça, il faut réfléchir aussi il y a la statistique, mais aussi à l'application dans la vie réelle. Donc Oui. il faut pas perdre ça de vue aussi, de dire bah ok, comment est-ce que factuellement, comment ça se passerait? Et puis en fait, ça veut faire dire que si le mec te dit qu'il a eu plusieurs rapports avec d'autres personnes, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs femmes impliquées. Donc ça veut dire qu'il y a autant de femmes qui ont eu de rapports sexuels avec un homme que... Oui, il faut pas oublier que maintenant, il peut y avoir aussi des femmes qui ont des rapports sexuels avec des femmes et des hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes. Non, mais là, c'était strictement hétérosexuel. Ah, vous, ton étude était là, strictement c'était hétérosexuelle. Celle-là, Celle-là, c'est pas forcément précisé. Ok. Donc, bah, tu vois, c'est bien de le savoir aussi. C'est que maintenant, il y a tous ces trucs de... Aujourd'hui, c'est bien de prendre en compte si c'est strictement hétérosexuel, strictement un couple hétéro, ou si on a pris tout en compte, parce qu'il y a aussi ce truc de qu'est-ce qu'on va considérer comme un rapport sexuel. D'où le fait qu'ils aient posé des questions différentes, j'imagine, et pas juste bah vous avez eu pénétration ou pas, oui mais comment, oui mais quoi, enfin voilà. Donc en fait tu peux pas t'en tenir à vous avez eu un rapport sexuel, il y a des gens ils vont te dire ah oui mais on a eu un rapport hétérosexuel mais en fait il a pas joui, ou j'ai pas joui, ou il a pas eu de pénétration, etc. Donc ça en est pas un. Donc non, mais en fait, techniquement, ça en est un.
tu vas dire une femme lesbienne qui va te dire bah si, moi j'en ai eu alors qu'il n'y a pas eu de pénétration. Enfin voilà. Mm. Qu'est-ce qu'ils ont pris en compte? C'est intéressant de le savoir. C'est bien de le savoir. Encore une fois, ça peut être un peu compliqué à chercher, etc. Mais c'est juste, faut pas sortir en tout cas des chiffres comme ça si on n'en C'est a ça. aucun contexte. Ou en tout cas, faut pas sortir des chiffres, être sûr de ce qu'on dit, ne Bien pas sûr, du parce tout que, remettre en parce cause. que Et cette inexactitude, ça contribue en fait déjà à vous perdez de votre crédibilité. Et en plus, ça contribue à construire des idées reçues qui sont fausses. Et aussi, même sur votre argumentaire, votre manière aussi de voir un sujet, bah, il va être modifié. Donc il faut bien prendre conscience et bien réfléchir. Je vais terminer sur un dernier chiffre, qui est un chiffre de la pornographie. Donc c'est une étude de l'IFOP. Euh, c'est un chiffre sur lequel je voulais terminer parce que je pense que c'est important de finir là-dessus aussi parce que on parlait justement, tu parlais tout à l'heure des conceptions un petit peu voilà, de l'acte sexuel. Bah, la pornographie joue un grand rôle là-dedans et c'est pour ça que je voulais qu'on en discute. Donc on va rester sur la catégorie des 18-24 ans. Donc pour que vous le sachiez, 58% d'entre nous, des 18-24 ans, consultent des sites pornographiques. Donc c'est en particulier les jeunes hommes qui sont du coup à 74%. donc c'est 74% des 58%. Voilà. Et pareil, il parle aussi d'une pratique donc masturbatoire qui est plus répandue et qui est beaucoup plus répandue que chez les filles du même âge, donc où on est à peu près à 40%. 49. 49, pardon, oui, merci. Donc les 49% de 78. De 58, pardon. Oula, fou. Oui. Oui. C'est Oui. 74% de 58% des 18 à 24 ans et 49% des 58%. D'où Voilà, l'explication que c'est compliqué voilà, parfois. de bien prendre attention dans quel pourcentage on se situe, parce que Puis du si coup, je me la trompe de population chiffre, ça va étudiée pas le varie faire. complètement. Donc, en plus alors aussi, la plupart des jeunes adultes interrogés dans cette enquête, ils ont aussi avoué qu'ils n'ont pas attendu d'être majeurs pour consulter leur premier site pornographique en ligne. Donc 92% 82, pardon. Merci, merci. 82, donc 82% de ces personnes qui sont sur les sites pornographiques n'avaient pas 18 ans lorsqu'ils ont surfé la première fois sur un de ces sites. Et même plus d'un sur quatre avait moins de 12 ans. Ouais, dur. Jeune. Ouais, très jeune. Ouais. Très jeune. Donc, cette étude constate plusieurs choses. Déjà que la pornographie en ligne, elle est de plus en plus précoce. Et si on les compare à des résultats menés il y a 10 ans, il y a déjà plus d'un jeune garçon sur 3 a déjà surfé sur un site X avant l'âge de 12 ans. Et c'est 3 fois plus qu'il y a 10 ans, donc où c'était 12%. Putain, tous ces trucs en plus de c'est 3 fois plus, c'est 2 fois plus, etc. Il y a Fais beaucoup attention. de manières d'utiliser le truc. Ça, là, on le tourne vraiment. C'est vraiment quelque chose qui est tourné de manière à Voilà, c'est faire plus, mais percuter. comment on l'interprète que c'est plus? Bon, bah peut-être qu'il y a plus internet à la maison, que c'est plus accessible. Oui, la et que les population jeunes aussi ont a plus peut-être de aussi portables. changé. La population, quand je dis qu'elle a changé, c'est qu'il y a il y a eu peut-être une augmentation. Je crois que la population française a beaucoup augmenté depuis 10 ans. Du coup, peut-être que ce chiffre, il varie en Aussi, fonction de. mais je pense qu'il y a vraiment une idée d'accessibilité à Internet, au portable et de dire ah mais mes potes ils parlent de ça donc je vais aller regarder, donc ça, enfin tu vois, c'est un cercle vicieux au bout d'un moment. Et puis en plus, si les parents ils se disent que c'est pas vrai et que c'est pas possible et que voilà, ils iront pas regarder et ils iront pas faire de la prévention auprès de leur enfant. Oui. Et d'ailleurs, un dernier poids de cette attitude aussi, c'est que l'âge du premier porno pour les femmes reste stable. Donc c'est autour de 16 ans. Là où ceux des hommes ont diminué en moyenne pour passer de 15 à 14. Voilà. Donc c'est une réalité dans laquelle il faut avoir conscience. Et voilà, de vous montrer ça aussi, c'est de dire voilà, faire attention et que voilà, de savoir qui regarde et pourquoi on regarde aussi. C'est une question, je pense, que chacun peut se poser dans son intimité. Donc, nous allons conclure sur ces merveilleuses paroles de Matt.
ces merveilleuses paroles de Matt. Moi, je voulais revenir rapidement sur justement cette utilisation des chiffres et comment on l'interprète quand quelqu'un utilise des chiffres. En 2017, Macron avait été... on avait observé que comme il avait utilisé beaucoup de chiffres pendant son débat avec Marine Le Pen lors du dernier tour, en 2017, ça lui avait été favorable. Comparé à Marine Le Pen, on avait reproché qu'il avait peut-être un peu trop paniqué et qui n'avait pas forcément utilisé de... Oui, elle a utilisé le dans nos campagnes. Mais en 2022, même impression de déjà vu, même entre deux tours, oui, non pas entre deux tours, dernier tour. Le dernier tour plutôt. Même dernier tour où on retrouve Macron et Marine Le Pen et où cette fois-ci Marine Le Pen a beaucoup plus utilisé des chiffres, ce qui lui a été favorable. Mais bon, Macron l'a quand même emporté une fois de plus. Voilà. Mais c'est pour vous dire que peut-être qu'on a cette idée que l'utilisation des chiffres paraît très factuelle, etc. Mais que comme on l'a vu tout au long de cet épisode, ça peut être vraiment des interprétations prises pour orienter quelque part, dit d'une certaine manière pour orienter quelque part, et que ça arrange les personnes. C'est comme ça, on fait parler les chiffres, et c'est pas forcément le plus factuel, aussi factuel qu'on le pense. Maintenant, ça veut pas dire qu'il faut pas aller regarder les chiffres, ça veut pas dire qu'il faut pas se renseigner. Ça aide à se donner une fourchette d'idées. Il faut juste rester assez ouvert sur les plusieurs interprétations possibles. Justement, tu as dit exactement tout ce qu'il fallait, faire parler les chiffres. C'est vraiment ça. C'est les chiffres, entre guillemets, ils ne parlent pas. C'est une observation par une personne à un certain moment. Maintenant, ensuite, vous leur donnez la signification que vous voulez, parce que c'est voir le verre à moitié vide, à moitié plein. S'il y a 50% de quelque chose, ça veut dire qu'il y a 50% de l'autre. Donc c'est vraiment cette idée que faites attention à comment les chiffres sont utilisés et par qui. Donc, et dans quel contexte ils sont utilisés, est-ce qu'ils sont bien utilisés. Alors bien sûr c'est difficile. C'est difficile de faire du fact-checking à tout le temps sur tous les chiffres, etc. Par contre ça vous empêche, est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire, c'est être critique. Et vous dire très bien, je vais pas donner d'importance à cette statistique et je vais pas la réutiliser. Si jamais vraiment ça m'intéresse et que j'ai vraiment un énorme doute sur le chiffre, je vais aller le regarder. Maintenant, regardez justement, si jamais vous regardez des études, regardez des études où ce sont justement des organismes qui sont vérifiés. Je pense à l'INSEE, je pense à l'IFOP, dont on a utilisé exactement, qui sont justement et pareil, même les chiffres du gouvernement, soyons pas complotistes non plus. Oui, voilà. Allez les consulter parce que ça donne quand même une source assez fiable et de laquelle vous pourrez justement vous faire votre propre avis aussi. Donc faites attention aux chiffres et faites attention aussi à tout ce qui va être démagogie, un petit peu, parce que les chiffres sont souvent mal utilisés et sont souvent mal utilisés par les politiques et les journalistes un peu chroniqueurs qui vont les utiliser. Ou en fait, ils sont pas assez bien expliqués. C'est ça. Il y a ça aussi. C'est pas pour mettre en doute la qualité d'un journaliste, mais c'est simplement pour dire que dans le cadre, par exemple, de BFM et CNews, par exemple. Mais ils sont utilisés en leur principe et en leur ligne éditoriale, en fait. Donc c'est juste, ils font leur job et voilà, la qualité peut être là ou pas là, c'est pas la question, c'est juste, faut, encore une fois, quand vous lisez n'importe quel article, il y a une ligne éditoriale qui est tenue, et c'est normal, il faut en avoir confiance. C'est juste, faut en avoir confiance, exactement. On est désolé pour les cinéphiles, on n'aura pas de on n'a pas de film aujourd'hui parce que l'épisode sinon allait être trop long. Mais n'hésitez pas à nous en donner si jamais. Oui, bien sûr. Ça pourrait être marrant d'en peut-être que je vous donnerai peut-être un petit film spécial dans le post de fin qui résumera le podcast. En attendant, on vous souhaite encore une bonne année, meilleurs vœux, bonne santé, parce que c'est important. Et on pense fort à vous. Et n'oubliez pas, la philosophie ne nous apporte pas une vérité universelle, mais bien des réflexions qui s'entremêlent autour d'elle. Merci à tous. Merci à tous. Bonne année, meilleurs vœux. La philosophie ne nous apporte pas une vérité universelle, mais bien des réflexions qui tournent autour d'elle. Ah oui, pardon. Putain, je la connais par cœur et pas toi. Oui, non mais parce que tu as commencé sans moi. Tu l'as Non, je l'ai pas. Attends. La philosophie ne. Et n'oubliez pas, la philosophie n'est pas une vérité universelle, mais bien des
réflexions qui s'entremêlent autour d'elle. C'est ça, je l'ai. C'est des réflexions? C'est des vérités ou des réflexions? Pour moi, en c'était des fait vérités. On va garder ça dans le best-of. Non, viens, on le met genre juste à la fin. Vas-y. Pour moi, c'est des réflexions, Oui, mais attends. une petite galère. Ça fait longtemps, on est un peu rouillé. Ouais. Non, mais c'est revenu dans la tête et puis en fait, j'ai un petit doute. Ouais, Putain, elle est où? Ah, voilà. La philosophie ne nous apporte pas une vérité universelle, mais bien des réflexions qui s'entremêlent autour d'elle. c'était réflexion parce qu'on Ouais. voulait pas faire le deux Oui, fois ça aurait été vérité. trop fat. Ok. Et n'oubliez pas, la philosophie ne nous apporte pas une vérité. Oh, d'accord, ok, j'ai bugué. Alors, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et n'oubliez pas, la philosophie ne nous apporte pas une vérité universelle, mais bien des réflexions qui s'entremêlent autour d'elle. J'ai un peu bugué. On refait? D'accord.